Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et je suis accompagné ce soir de Pierre Noisat, président, fondateur de Pemium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, aujourd'hui, vous vous interrogez. Est-ce que Bitcoin est réellement une monnaie ou seulement un actif spéculatif ? Oui Thomas, car le système bancaire, fort de son pouvoir d'influence, cherche à imposer l'idée que Bitcoin ne serait pas une monnaie. Cette position n'est pas neutre, elle permet d'éviter le débat sur le monopole monétaire dont bénéficie encore l'euro. Le conflit d'intérêts est manifeste et il est donc légitime de revenir à une définition rigoureuse de ce qu'est une monnaie. Alors justement, Pierre, quels sont les critères qui définissent une monnaie avant toute chose ? Alors, la définition la plus souvent citée est celle d'Aristote. Elle repose sur 3 fonctions essentielles. D'abord, être un moyen d'échange facilitant les transactions. Ensuite, une réserve de valeur permettant de conserver du pouvoir d'achat dans le temps. Et enfin, une unité de compte servant à exprimer les prix. Bitcoin remplit clairement les 2 premières fonctions. La troisième, en revanche, est souvent mal comprise. Alors en quoi cette troisième fonction pose-t-elle problème ? Parce qu'elle est tautologique. Si l'euro est aujourd'hui l'unité de compte, ce n'est pas parce qu'il serait intrinsèquement supérieur, mais parce que son usage est imposé. Salaire, impôts, comptabilité publique. Cette contrainte crée artificiellement sa demande, stabilise son cours et limite sa volatilité. Sans cette obligation, dans un véritable contexte de concurrence monétaire, l'euro serait bien davantage questionné. Cela signifie-t-il que la volatilité du Bitcoin est un faux débat ? Disons que c'est un débat mal posé. Le prix du Bitcoin exprimé en euros est encore trop volatile pour servir d'unité de compte stable. Mais nous vivons dans un monde numérique où les conversions sont instantanées. Les prix peuvent être affichés dans une monnaie et réglés dans une autre, sans friction. Cela ne fait pas obstacle à son usage comme moyen de paiement. Et pourtant, on entend souvent dire que les transactions en Bitcoin sont lentes. C'est une affirmation trompeuse. Elle repose sur une confusion entre le paiement et le traitement d'une transaction. Le paiement, c'est l'engagement de l'acheteur, la signature et la diffusion de la transaction. Cette étape est instantanée, comme pour tout paiement électronique. Et le traitement alors, Pierre ? Alors, le traitement correspond au moment où le commerçant peut disposer des fonds de manière définitive. Pour Bitcoin, cela prend en moyenne 10 minutes. À titre de comparaison, dans le système bancaire traditionnel, ce délai peut aller de plusieurs jours à plusieurs semaines, notamment pour les paiements interbancaires ou internationaux. Et si Bitcoin peut remplir les fonctions d'une monnaie, l'État a-t-il réellement le choix ? Historiquement, les monnaies ont presque toujours été en concurrence. Le monopole monétaire tel que nous le connaissons, sans étalon énergétique ou matériel, date de 1971, avec la fin de l'étalon or. Cette rupture a permis aux États d'émettre de la monnaie sans contrainte réelle. Avec quelles conséquences ? Elle a favorisé l'expansion d'un État-providence devenu progressivement tentaculaire, rendu possible par la création monétaire et l'endettement. Cela a encouragé le clientélisme et repoussé les coûts réels des politiques publiques sur le long terme. Revenir à un étalon monétaire serait donc un choix politique fort. Absolument Thomas, mais c'est un choix difficile car le jeu électoral repose souvent sur des promesses financées par la dette ou la redistribution. Lorsque les élus prétendent contrôler la monnaie, c'est en réalité la monnaie qui conditionne l'action politique. Bitcoin peut-il changer cet équilibre selon vous, Pierre ? Oui, car il repose sur un étalon énergétique non manipulable. Il impose une discipline budgétaire et structure profondément toute offre publique en rupture avec l'étatisme monétaire des 50 dernières années. Et peut-on convaincre les électeurs avec un tel projet ? C'est possible, à condition d'expliquer qu'une monnaie déflationniste valorise le travail et l'épargne, tandis qu'une monnaie inflationniste favorise la consommation immédiate. Dans un contexte de préoccupation environnementale croissante, Bitcoin peut séduire en incitant à une vision de long terme, plus frugale et réellement compatible avec la préservation des ressources. Merci Pierre pour votre analyse. On vous donne rendez-vous, comme d'habitude, mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.